Donc moi c'est Malika et je suis animatrice sur la pension de famille le jeudi et le vendredi. Moi c'est Marie-Noël, mais je suis résidente ici. Moi c'est Pascal, je suis résident ici. Moi c'est Najette, je suis stagiaire, monitrice éducatrice. Moi c'est Stéphane, résident. C'est Richard, je suis résident aussi. Cédric, résident. Et donc Stéphanie, travailleuse sociale, voilà, sur la pension de famille. Moi, Vincent Larnicole, 28 ans, autiste Asperger, et j'ai plusieurs casquettes à ma personnalité, pour ainsi dire. Je suis bibliothécaire de formation, j'ai formation baccalauréat et terrain, puis DUST, métier des bibliothèques documentation. À côté de cela, je suis écrivain, poète, comédien, aussi bien au théâtre que sur les plateaux de cinéma et de télévision. Également sociétaire des poètes français, mais aussi auteur, compositeur, interprète pour moi, sous le pseudonyme Les Dreamers, donc j'ai une chaîne YouTube là-dessus. Et mais également illustrateur, slammer, enfin voilà, je mène un petit peu ma route de droite à gauche en attendant de trouver un truc plutôt concret comme dans les bibliothèques par exemple. Alors, beau parcours. Oui. Donc je sais pas, Vincent, si tu es au cœur, on avait plusieurs questions à te poser sur ton métier, sur l'écriture et tout ça. Donc on a fait une petite liste de questions, et puis voilà quoi. Ouais. Donc c'est Cédric qui va en dire quelques-unes. Alors, depuis quand est-ce que tu écris? Nous dis-tu, il n'y a pas de souci? Il n'y a pas de souci. Alors moi j'écris avant d'écrire, j'ai commencé par l'animation par ordinateur. C'est-à-dire que en copiant, en plagiant des musiques de Tom et Jerry, d'Tex Avery, des vieux dessins animés des années 40, 50, 60, La Panthère Rose, etc. compagnie, je faisais des petites animations par Paint, avec Paint et Movie Maker, et puis voilà, je me calais un peu sur la musique, etc. Et puis après, ça a été cheminement vers le montage vidéo de clips ou de trucs, voilà, des trucs à des fins personnelles, de part et d'autre. Notamment de clips que je faisais sur des chansons, que je reproduisais et tout. Ensuite, après, petit à petit, ça s'est acheminé par la bande dessinée. Voilà, que je continue un petit peu à faire, mais pas vraiment, parce que je suis sur un projet sur lequel je suis en gestation depuis le lycée, donc c'est-à-dire pas mal d'une douzaine d'années. Donc voilà, qui est toujours en cours de gestation et avec des projets transversaux. Et puis petit à petit, l'écriture est venue par le biais de ce projet de bande dessinée qui s'est un petit peu pas amenuisé, mais on va dire qu'il s'est un petit peu transposé à mi-chemin entre la BD et la partie roman, donc un mélange des deux. Pas vraiment roman graphique, mais c'est un peu un mélange des deux, des parties planches et des parties texte. Et j'ai commencé véritablement à écrire au fur et à mesure que je lisais beaucoup depuis le lycée, c'est-à-dire depuis l'étude de L'étranger d'Albert Camus. Et ce qui m'a conduit un petit peu à lire beaucoup, surtout je lis peu de classiques, j'ai lu beaucoup de contemporains, à savoir Olivier Adam, Serge Joncourt, David Fuenquinos, Françoise Sagan, Marguerite Duras et compagnie, qui sont un peu mes auteurs fétiches, entre autres. Et j'ai commencé véritablement à me mettre à écrire. À partir au moment de finaliser les épreuves de bac. Tout d'abord, j'ai commencé par des nouvelles, et je continue toujours les nouvelles. Et puis petit à petit, ça s'est enchaîné vers la poésie, dont certains de mes livres illustrent un petit peu le propos. Voilà, notamment celui-ci, Encore combien de temps, qui est un mélange de nouvelles et de poésie. Et puis le roman, c'est je pense que j'en parlerai tout à l'heure, mais après, la dernière apparition, c'est celui-ci, c'est mon premier roman. Et ici, vous avez droit à un roman collectif qui a été fait avec l'Académie des Lettres à Saint-Quay-Portrieux. Nous avons été 5 sur le coup à le faire.
C'est-à-dire qu'on a fait en sorte que nos écritures diverses et variées ne fassent plus qu'une, afin que personne ne sache qui a écrit quoi. Et celui-ci, c'est l'un des tout derniers qui est paru juste avant 12 hivers, qui est un recueil de poésie de nouvelles collectives qui a réuni 14 personnes, dont quelques-uns qui viennent du Nord, c'est-à-dire du Cénacle de Doyeul, donc les Hauts-de-France. Et donc voilà un petit peu mon parcours littéraire. D'accord. La seconde question était quelle a été ta première publication? Je crois qu'il y a répondu. Ma toute première publication, ça a été celle-ci, Lokienne et Louienne, qui est un petit conte fantastique, un peu folklore breton, etc. Qui d'abord a été écrit en 2014 à l'occasion d'un concours de nouvelles qui a été proposé par les Escales de Binic, et le thème de cette année-là, c'était sur la nostalgie des sirènes. Donc en gros, je raconte une petite histoire toute simplette, une histoire d'amour impossible entre deux sirènes, voire même interdit. Et je me suis un petit peu basé sur... il y a un petit peu un clin d'œil à un livre de Fabien Juel qui s'appelle Les Hommes Sirènes, qui est pour moi celui qui me reste le plus insaisissable, qui était plutôt basé sur une catharsis d'un homme transgenre en quête de se débarrasser un peu des douleurs de son passé et voilà, devenir un peu quelqu'un d'autre, parce qu'il se sentait un peu dérouté, hanté par son enfance, parce qu'il a été adopté par un couple un jumeau et une jumelle qui ont subi les tortures et qui ont subi les brimades, surtout la torture et l'émasculation dans les camps de la mort. Et ils ont adapté cet enfant qui est d'origine indienne pour essayer de le fomenter à leur image. Et en gros, quand il est devenu adulte, il est marié, il a un petit garçon, mais il a aussi une relation amoureuse avec un homme. Donc il a une sorte de cheminement un peu entre les deux, une sorte d'entre-deux, qu'il aimerait essayer un peu de déceler, tout en se débarrassant un peu de ses incertitudes, de ses douleurs, de ses aspérités. Et il y a un petit peu de ça qui ressort dans ce texte, dans le Lokienne et Louienne. Cet amour interdit, voire impossible, et comment on fait quand il y a toujours un prix à payer dans les histoires d'amour, parce qu'à l'heure actuelle, je ne sais plus vraiment ce qu'est une histoire d'amour à l'heure actuelle. Donc voilà, je pense que c'est un petit peu une tentative pour comprendre un peu ce questionnement, qui pourrait être banal, mais qui n'est pas non plus véritablement insensé. Ensuite, c'est comment te vient l'inspiration? Alors, comment vient l'inspiration? Ça dépend. Ça dépend d'une idée qui me passe par la tête, d'un paysage que je visite ou que j'explore de façon très immobile. Aussi, parce que comme je l'ai expliqué tout à l'heure, j'ai fait beaucoup de concours de nouvelles, donc c'est surtout en fonction de la thématique qui m'inspire et éventuellement des thèmes un peu transversaux qui m'aident un petit peu à concrétiser un peu le thème que je veux explorer, que ce soit pour un concours ou pour un autre écrit dans le genre. Donc, et aussi de nombreuses lectures que je fais, entre autres, mais aussi de nombreux films que je vais voir au cinéma, surtout des films d'animation. Et en fait, voilà, de nombreuses sources de curiosité de droite à gauche. Justement, tu as un thème vraiment d'écriture ou tu pars... Un thème d'écriture en particulier, non pas vraiment. Disons qu'en fait, les premières publications que j'ai faites chez Livre, c'est surtout des histoires d'amour qui soient interdites, voire impossibles, ou démoniaques, maternelles, tertiaires, perdues ou défragmentées. Et dans celui-ci, 12 hivers, je pense que j'ai voulu un petit peu, à travers ces catharsis de personnages qui viennent d'une ère antérieure, voire d'une ère contemporaine, explorer un peu les douleurs, etc., leurs douleurs du passé, les fractures spatio-temporelles et comment ils parviennent un petit peu à se débarrasser de tout ça, tout en sachant que l'apocalypse s'apprête à tomber, parce que ce roman-là, c'est sur un fond de compte à rebours, donc je pense que c'est aussi un peu... Je m'interroge aussi beaucoup sur la nostalgie de l'enfance, en fait. Parce que je pense que, bon, d'entre nous, nous sommes un petit peu hantés par nos souvenirs d'enfance, qu'ils soient malheureux ou glorieux, enfin je ne sais pas vraiment, mais je pense que un des thèmes de ce livre-là, je pense que c'est ça. Tu parles aussi de la Bretagne? Je parle beaucoup de la Bretagne, surtout de la Bretagne. Que ce soit Lokienne et Louienne, enfin dans presque pratiquement tous mes écrits, à part... Pardon?
Bréa, c'est déjà la Bretagne. Ah, oui. Rien. Alors les Garibréa, c'est un peu particulier parce que je l'ai écrit aussi pour les escales Dominique. C'était pour un concours de nouvelles dont le thème c'était les archipels. On connaît surtout l'île de Bréa, on connaît surtout l'île de Bréa, la commune, mais aussi l'île. Mais il y a aussi l'archipel qu'on a un petit peu, qu'on connaît moins, je pense. Donc dans cette petite histoire, j'explore surtout quelques îles en particulier. Et surtout parce que ça a été écrit au moment où il y a eu cet attentat du 13 novembre 2015. Mais c'est avant tout, je ne voulais pas du tout faire un livre pathos, c'était pas du tout le but. C'est avant tout la recherche de la beauté au-delà de l'obscurantisme qui nous hante et qui nous terrasse. Et il y a aussi quelques photographies qui illustrent le livre de mon premier périple à Bréa qui a été fait en On verra 2014. peu. Pardon? Je vais en voir un peu. Bien sûr. Oula. Hop là. Ça fait rien. Hop là. Allez, Lucas. Alors, je vais montrer vite fait comment ça se... Voilà. Donc, attendez, la première page, ça s'ouvre sur la jetée du port clos. Voilà. D'où on part de... On était parti de Saint-Quay-Portrieux. On part généralement de Couvazelanex, c'est-à-dire de la pointe de l'Arc-Ouest. Mais là, le premier jour de notre de notre arrivée à Bréa, on est parti de Saint-Quay-Portrieux. Donc voilà. Je vais peut-être vous lire le début pour vous dire un petit peu... voilà. Donc je précise que je me mets dans la peau d'une femme très attachée à sa terre et dont la famille est véritablement attachée à ses racines. Et très vite, on va s'apercevoir qu'à travers cette insouciance, à la veille du 14 juillet, va se révéler... je ne sais pas. Je ne voudrais pas non plus... trop en dire. Mais on s'aperçoit très vite qu'il y a à travers cette insouciance, il y a aussi une mission de sauvegarde. Non seulement des corps, des insulaires, mais aussi de la terre qu'on habite. Donc je vais vous lire le Linkipit. Un soleil généreux réveille Bréa, naissant de l'ouest. Depuis 15 ans, le même rituel se déroule. Tous les étés, vers 9 h du matin, l'île sonne l'arrivée du Cupidon sur la jetée du port clos. Cupidon, c'est l'un d'une navette qui conduisait, qui fait le cheminement. Je vois des sourires sous des lunettes de soleil, des bermudas et des casquettes défiler depuis ma fenêtre. Aujourd'hui encore, on respire la vie, surtout la veille du 14 juillet. Comme chaque matin, j'ouvre ma fenêtre et contemple un peuple migrateur de bateaux. Depuis 15 ans, j'occupe cette chambre au dernier étage de l'hôtel Bellevue, en face de cette jetée ouverte sur d'autres horizons. De petits rouleaux coulissent sur cette longue pente et mouillent les anneaux. Encore une belle journée qui s'annonce. C'est devenu une habitude. D'en bas, je vois déjà les gens marcher et s'installer sur les terrasses de bar pour profiter du chant des oiseaux et de la senteur des hortensias. Un serveur sonne à ma porte pour m'annoncer que mon petit déjeuner est prêt. Le temps était compté. Mon mari m'attendait à 11 h sur la place de l'église. Aussitôt, je descends occuper ma place au soleil. Voilà un peu comment ça s'ouvre. J'installe tranquillement un peu le décor pour... On s'y croit. Voilà. Voilà. Laisser un peu le temps au lecteur de se remettre dans le bain de Bréa, qu'on ait ou non visité cette île. Même à plusieurs reprises. Pardon? Vous les vendez, ça dit? Pardon? Vous les vendez? Oui, je les vends, mais surtout lors des salons, des dédicaces, des salons, oui, parce que surtout sur edilivre.com, parce que malheureusement, voilà, ce sont des ouvrages publiés à compte d'auteur, donc si j'étais à compte d'éditeur, ça a un prix assez conséquent pour l'auteur, enfin qu'il les mette en place, et rares soient les satisfactions de l'auteur qui veut s'engager en plein temps vraiment dans ça, quoi. Donc je les propose de part et d'autre en fait. Mais c'est surtout sur edilivre.com. Et comme récemment j'ai appris qu'il fallait avoir un numéro de SIRET et un statut d'entrepreneur pour les vendre en règle, je me dis que la nouvelle et la poésie, comme on dit généralement que ce sont les parents pauvres de la littérature, ce n'est pas que je n'ai pas envie de m'encombrer de ça, de toutes ces formalités, faire des cotisations à l'URSSAF, etc. Voilà, je sais que je prends un gros risque en vous disant ça, mais le fait est que ce n'est pas que je n'ai pas envie,
Mais ce sont des notions, et j'allais dire ça, cotisation, administration, etc., des trucs administratifs, ce sont des trucs qui m'échappent complètement. Et puis, rares sont les ventes d'école vraiment, en fait. Donc pour l'instant, notamment pour 12 hivers, je préfère attendre que si véritablement les ventes d'école, éventuellement, si vraiment je fasse un truc comme ça, mais me mettre en règle, mais bon, ce n'est pas que j'ai pas envie, mais le fait est que ce sont des notions qui m'échappent complètement et je ne sais même pas si ça marche, si ça va véritablement marcher. Pour un auteur qui a du mal, parce que bien sûr, il y a des auteurs qui en font leur carrière professionnelle, ça n'est pas de problème. Il y en a d'autres qui ont un statut qui sont auteurs mais qui ont un autre travail à côté. Il y en a d'autres qui n'arrivent pas à vivre vraiment parce que rares sont les artistes qui vivent réellement de leur art. C'est-à-dire moi je ne suis pas Marc Lévy, je ne suis pas Musso, je ne suis pas Amélie Nothomb, je ne suis pas Mélissa d'Acosta, je ne suis pas Gaëtan Roussel, je ne suis pas Mylène Farmer, voilà. Mais en même temps, je n'ai pas envie de donner raison à Christine Angot qui a dit un jour dans On n'est pas coché que être artiste c'est toujours le résultat d'un échec. Moi je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Moi j'ai envie de dire que c'est un choix avant tout. Moi je suis devenu écrivain au fur et à mesure que je lisais beaucoup et au fur et à mesure que je dessinais énormément des histoires, des petites BD pour moi, que je gardais pour ma pomme, que j'ai eu l'occasion d'ailleurs d'exposer pendant tout un mois, le mois de mars 2021, du côté de Saint-Quay-Portrier, juste avant le 3e confinement. J'ai envie de dire que c'est une voie, VOIX, VOIE, parallèle, de substitution. Pour moi, ce n'est pas mon activité principale, c'est mon pas de côté. Voilà. Et ça peut être vu comme un acte de libération, on peut se débarrasser de ses douleurs intimes, parce que des fois l'écriture a des vertus thérapeutiques, un exutoire, même toute forme d'art peut être une forme d'exutoire en fait. Voilà. Ils n'ont pas les trouver en bibliothèque, quoi. Si, mon but c'est de toujours travailler en bibliothèque. Dernièrement j'ai fait... livres-là, Pardon ? on peut les trouver en bibliothèque. Oui, je crois que si ma mémoire est bonne, j'ai catalogué ceux-là à la bibliothèque d'Erquy. D'autres, je crois qu'ils sont partis à Plédéliac, là où j'ai fait mon expérience. Erquy, je suis resté presque 1 an et quart là-bas, plus d'1 an. Et là, je suis resté 8 mois à la tête, parce que j'étais responsable de la bibliothèque, mais en même temps, l'offre qu'il y avait sur Pôle emploi je m'étais senti un peu piégé. Je pensais que c'était aider le bibliothécaire, mais en fait, c'était moi qui étais refait sur la tête. Et moi, diriger une bibliothèque, je ne me sens pas encore tout à fait prêt pour ça. Donc, être sous la responsabilité d'un directeur de bibliothèque, c'est ce qui me convient le mieux, entre guillemets. Mais qui tente rien à rien. Oui. Donc voilà. Donc du coup, votre premier roman, vous l'avez écrit à quel âge? Alors mon premier roman, celui-ci, alors 12 hivers, je l'ai écrit il y a un certain temps. Je l'ai écrit véritablement... Enfin disons qu'en fait c'était complètement à l'improviste. C'est-à-dire que je l'ai débuté l'écriture, pas vraiment l'écriture à proprement parler, j'ai commencé à écrire un petit texte sur un personnage mythologique, etc. J'ai imaginé retransposer dans un lieu en Bretagne, à notre ère d'aujourd'hui, dans un futur proche. Véritablement à l'improviste. Je n'avais pas d'idée précise en tête d'où j'allais y aller. Et j'ai commencé vers mars 2016, au moment où je m'apprêtais à boucler mon stage de fin d'études à la médiathèque Brinculture de Plaintel. Et donc en gros, entre Plaintel et puis mes trucs de droite à gauche, mon service civique que j'ai fait pendant 8 mois à la Maison des Femmes, en 22, et puis entre autres diverses expériences de droite à gauche ou diverses expériences de nomades, etc. En gros, l'écriture, le premier jet de celui-ci a duré entre mars 2016 et novembre 2018, c'est-à-dire presque 2 ans et demi. Et
J'ai fait aussi d'abord une première correction vis-à-vis d'une amie de Saint-Quay-Portrieux qui dirigeait l'Académie des Lettres, mais qui tout récemment a passé la main à notre association, mais ça ne veut pas dire que l'Académie des Lettres s'est arrêtée. Et donc il y a une première correction, et puis pendant un certain temps j'avais essayé de faire aussi les retouches de mon côté, et puis il y a déjà eu une première publication en ligne en été 2021 sur la plateforme Wattpad, voilà, pour essayer d'attirer éventuellement s'il y a des gens qui étaient intéressés, parce que Wattpad, qui était un réseau social littéraire où on peut créer des histoires et tout en lisant d'autres, en créant toute une sorte de communauté. Et si la Providence le permet, éventuellement un jour un éditeur serait intéressé, qui était loin d'être gagné. Croire à la Providence, des fois, ça... non, je veux dire, je me méfie de ce que je dis en fait. Et puis, au bout d'un certain temps, je me suis dit, bon, ce serait bien que c'est bien qu'il ait attiré un peu, j'ai essayé un petit peu de l'expérience nomade de ce livre-là, et puis pourquoi ne pas le mettre sur papier? Donc j'ai vaguement hésité, puis je me suis dit, bon après je me suis lancé dans la correction de mon côté, après j'ai fait relire et corriger par une autre amie qui elle a eu vraiment des retouches, et au fur et à mesure, j'essaie de trouver des éditeurs de part et d'autre, mais Dieu sait à quel point le milieu d'édition traditionnel, Gallimard, Flammarion, Albin Michel, Grasset, etc. et compagnie, est de plus en plus difficile à apprivoiser. Et puis je me suis dit, en fin de compte, auto-édition, voilà, je pense que je pense que j'avais pas forcément d'autres choix, mais en même temps, peut-être que ça m'ouvrirait d'autres portes et que cette fois je m'investirais beaucoup plus par rapport à mes autres ouvrages, à mes précédents ouvrages. Et j'ai lancé pour ce faire une campagne Ulule pour financer l'édition papier du livre, enfin la publication non, parce que la publication était gratuite, mais surtout l'édition papier en une centaine d'exemplaires, puis la distribution dans les quelques 5000 librairies partout en France, et puis un petit peu de pub, notamment les marque-pages, ce qui n'était pas non plus gratuit complètement. Mais voilà, malgré l'échec de la campagne Ulule, je l'ai fait quand même, et puis voilà quoi. Je tenais vraiment à le sortir sous cette forme-là, chez Bouquilis, et je ne suis pas le seul à le faire chez Bouquilis. Il y avait aussi, parce que au fur et à mesure que je recevais des refus d'éditeurs pour ce livre-là, on me disait Librinova, qui est vraiment l'une des plateformes pour vraiment lancer les auteurs qui veulent se lancer dans l'édition traditionnelle, faire un livre en auto-édition comme celui-ci, ou voilà, envoyer une centaine d'éditeurs de droite à gauche, voilà, c'était l'une des plateformes principales et qui proposait également des concours d'écriture de droite à gauche. Mais comme ça coûtait plus cher que Bouquilis, donc je me suis dit Bouquilis, c'est comme on a liberté totale pour soit le format du livre, soit la couverture, etc. Et même fixer le prix. Donc voilà comment 12 hivers est né. Et puis, comme l'histoire commence en 2025 et qu'on est en 2024, je me suis dit bon, il serait peut-être temps que je le sorte. Voilà. Donc, vous avez plus ou moins répondu à la question, mais comment vous procédez réellement pour écrire un livre, je sais pas, par exemple, chapitre par chapitre ou, oui, chapitre par chapitre en fait. Je laisse couler un peu, à la différence des recueils de nouvelles ou de recueils de poésie qui sont de part et d'autre. Pour les romans comme celui-ci, je pense que j'ai un petit peu écrit les nouvelles, les voix dans le désordre, tout en faisant en sorte qu'elles se rejoignent un petit peu. Ça pourrait s'apparenter à un long recueil de nouvelles, mais en fait ce n'est pas le cas parce que les voix qui racontent au fur et à mesure se rejoignent un petit peu et s'emboîtent comme une fugue en musique. Tandis que pour Noragorit Manguello, en fait on avait presque chacun un chapitre à faire. Il nous arrivait même d'être plusieurs sur un seul chapitre en fait. Donc on faisait un petit peu dans le désordre, et puis après Isaline Rémy, et il y avait aussi Catherine Malassenet qui se chargeait un petit peu de les mettre dans l'ordre chronologique, que ce soit afin qu'il y ait plus de cohérence et tout.
On a envisagé récemment de le réimprimer, mais Isaline Rémy était tellement au bout du rouleau et puis que ça coûtait extrêmement cher, elle a décidé de ne pas le réimprimer. Vous faites le plan, avant, les personnages. Alors, Noir à Goric Mongolo, on a fait un plan. On a surtout construit nos personnages, quelques situations, enfin on a eu beaucoup de discussions très enrichissantes, parce que le travail a duré pratiquement 2 ans. Tous les samedis matins en atelier d'écriture, on s'est réunissait en atelier d'écriture à Saint-Capotrier. Tandis que pour 12 hivers, j'avais fait un minuscule plan, c'est-à-dire... L'histoire va se passer à, je sais pas, par exemple, va se passer à Saint-Brieuc. La première partie se déroule la première partie du livre se déroule entièrement aux 4 coins de Saint-Brieuc, tandis que la deuxième partie se déroule à travers la Bretagne, des lieux que moi j'ai fréquentés, qui me touchent, que j'ai directement ou indirectement visités. Comme par exemple, comme vous voyez sur la couverture, c'est la tour de Cesson, qui est en fait une reproduction de photographie à partir au milieu du 19e siècle, qu'on trouve dans la collection du musée d'art et histoire à Saint-Brieuc, qui est tombée dans le domaine public, mais voilà, j'ai quand même eu l'autorisation de Nicolas Poulain, qui est chargé des collections. Donc, voilà. Et puis je parle de la tour de Cesson dans un des chapitres, parce que, comme je sais qu'en ce moment, il y a eu une procédure, arrêtée récemment, il y a eu une procédure d'expropriation, et puis tout récemment, il y a de temps en temps des visites qui se font, en attendant une ouverture au public prévue, je crois, 2025, septembre 2025, je crois que c'est ça. Et puis entre autres, je ne sais pas pourquoi, je suis tombé pour écrire ce chapitre-là, j'ai dû remodeler des années plus tard avant de... J'étais tombé sur une exposition de photoreporters il y a des années de ça, et il y avait une exposition sur un photographe nomade qui s'était aventuré dans la friche et dans le domaine de la tour de Cesson clandestinement. Bon, tout en sachant que voilà, le dernier propriétaire n'avait rien foutu pour que la situation s'arrange. Après, ça continue malheureusement à être squatté, et puis après en 2018, début 2018, il y a eu l'incendie du manoir, entre autres, dont je relate. Mais le personnage qui raconte la tour de Cesson ne squatte pas du tout par plaisir. Comme il a tellement eu des histoires familiales, des séquelles familiales dont il n'a malheureusement pas pu véritablement échapper, il s'est dit que la tour de Cesson, le manoir de la tour de Cesson, avant qu'il soit brûlé, devienne un petit peu son refuge, son amphithéose. Mais pas du tout par plaisir, pas du squat par plaisir. Il veut vraiment préserver avant tout la beauté de la friche, du domaine, du manoir, de la tour, et afin de faire en sorte qu'il n'y ait pas des gens qui vraiment s'amusent à faire ça. Et ce qui va être encore le cas quand il va revenir même après l'incendie du manoir, il va faire en sorte que la surveillance, l'attention soit optimale sur quelconque intrusion dans le domaine en fait. Voilà. J'avais une question à vous poser. Oui. Il faut combien de temps pour écrire un livre, l'imprimer et faire la reliure? Alors, déjà pour l'écriture, le premier jet, ça a duré 2 ans et demi. Ensuite, pour la correction, entre autres, où il y a eu, je ne saurais pas dire combien le délai de correction entre les... Mais la dernière correction, ça a duré, je pense, oui, plus d'1 an quand même. Entre la correction de mon ami et puis après les quelques retouches que j'ai fait de mon côté, plus j'ai dû réimprimer j'ai dû imprimer tout le manuscrit, le tapuscrit pour faire des annotations sur crayon papier, notamment que j'ai fait pendant mes heures creuses au travail, notamment lors de mon séjour en Islande, et même bien après. Pendant que le livre, pendant que j'envoyais, je faisais les dernières petites retouches, je n'endormais plus la nuit. Et entre-temps que j'envoyais la première mouture à Boukélis, que je faisais l'impression, ça a duré 2 semaines le temps d'impression de la première mouture. J'en ai profité pour faire quelques petites retouches, des mots que je voudrais un petit peu, quelques petites améliorations. Et puis bon, la première mouture était belle, mais il y avait encore quelques petits défauts, notamment autour de la couverture.
Et puis pour les exemplaires que j'ai commandés pour de part et d'autre, ça durait, oui, une semaine et demie pour recevoir les résultats. Voilà. Et donc à ce jour, vous avez écrit combien d'ouvrages ou participé à combien d'ouvrages? Alors j'en ai écrit de mon côté 7, donc là c'est le 7e livre que j'ai publié. Ceux-là, ce sont 2 collaborations avec l'Académie des Lettres, mais j'ai fait aussi de nombreuses anthologies de poésie de part et d'autre, à savoir 2 qui ont été co-dirigées par Yvon Lemaine, qui est poète qui vit à Lannion, qui a eu le concours de la poésie il y a maintenant 4 ans. Ouais, 4 ans. Et aussi des ouvrages en auto-édition également du coin. Notamment, il y a aussi eu sur des appels à texte, enfin des appels à création qui étaient proposés par exemple pour les ateliers Persona du côté de Montpellier. Ils proposaient un appel à création texte et vidéo dans laquelle j'ai participé. Et il se trouve que mon texte a été pris parmi les 10 lauréats, enfin il y a eu 10 lauréats et j'ai figuré parmi ces lauréats. Ce qui fait que les 10 vidéos, les créations ont été diffusées sur la page Facebook et sur la page YouTube de l'asso. Et il y a eu un livre qui a été édité en auto-édition avec tous les textes qui ont été primés, qui ont été sélectionnés par le... Et sinon, j'ai fait aussi quelques collaborations avec le Cénacle de Doyeuse sur les textes-images, voire même le Printemps des poètes, de part et d'autre. Mais c'était surtout oui, les collaborations avec Yvon Lemaine, notamment dernièrement. Tous les 10 ans, il publie un volume sur comme il est le président et le fondateur du festival, il fait un temps de poèmes du côté de Lannion. Et tous les ans, il publie un volume, et donc je figure, il se trouve qu'un de mes textes qui a été écrit pour le soutien au peuple ukrainien figure dans ce livre-là, qui s'appelait 80 poètes partant en temps d'urgence. Voilà. Et 12 hivers, vous en avez imprimé combien d'exemplaires? 150. 150. Ouais, 150. Je pense que 150 pour les faire de part et d'autre dans des salons, les Vous déposer dans parliez des de Cultura tout à l'heure, en fait. Oui, Cultura, je vais essayer Cultura, mais bon. J'ai eu un contact aussi avec la FNAC de Saint-Brieuc, il y a quelqu'un qui serait intéressé. J'ai essayé de passer lundi, mais c'était une autre collègue et elle ne voulait pas prendre. Mais bon, comme la collègue référente que je connais est là aujourd'hui, je vais essayer de passer. Mais voilà. Ils prennent toujours des petites commissions, mais on peut d'ores et déjà les trouver. J'ai déposé 4 exemplaires pas loin de chez moi, dans la zone de l'hôpital privé des Côtes d'Armor à Plérin, dans la zone des Losis, au Démo et des Cadeaux, qui est la maison de la presse. Tu connais? C'est juste en face de l'hôpital. C'est un bon nez. Et donc, tout à l'heure, vous disiez que vous étiez un artiste un peu... Nomade. Nomade accompli. Je sais pas. Accompli, ce serait exagéré. Mais du coup, pourquoi vous êtes maintenant basé sur l'écriture? L'écriture, je pense que ça s'est un petit peu imposé comme ça, au fur et à mesure des lectures que je faisais, en fait, je pense que ça s'est un petit peu imposé comme ça. Et comme j'ai plusieurs projets de part et d'autre, que ce soit des recueils de nouvelles de poésie ou des romans un peu plus basés sur le fantastique, la fantaisie, etc. Donc, basé uniquement sur l'écriture, je ne saurais pas l'expliquer en fait. Je pense que ça s'est fait comme ça. La BD, il y en a plus aujourd'hui. BD, si, un petit peu, mais moins. Parce que j'avais entamé de la 5e, de 2007 jusqu'à 2022, pendant près de 15 ans, j'avais fait BD pour moi tout seul. Et après, j'ai un petit peu arrêté, entre guillemets, mais pas complètement dessiné, pas complètement la BD, mais j'ai arrêté un peu ce rituel-là de faire à peu près tous les jours une petite planche. Parce que ça, pour me consacrer à des projets qui je trouve sont encore, qui ont fait beaucoup de retard. D'accord, parce que vous faites aussi du dessin. Hein, oui, du dessin, oui. D'accord. Est-ce que vous avez un moment préféré pour écrire, un moment favori de la journée, de la semaine? Un moment, ça tire un rituel? Non, je n'ai pas de rituel en fait. Parce que j'estime que ce qui compte avant tout donc pour moi dans l'écriture, c'est avant tout,
il faut avoir surtout l'élan, l'envie et surtout le plaisir. Il faut surtout avoir éprouvé du plaisir, parce que quand il n'y a pas de plaisir, ça ne sert à rien. Il faut surtout avoir de l'envie et de l'élan. Il faut un certain élan pour me mettre à écrire. Donc souvent ça peut être la nuit ou en journée quand je m'ennuie ou pour essayer de tuer le temps pour ne pas m'endormir, pardon. C'était ma règle de piquer du nez, donc j'essaie d'écrire pour ne pas piquer du nez. Enfin, j'écris pour essayer de ne pas piquer du nez quand ça me prend. Si vous êtes dans un bus, passager d'une voiture, quelque chose comme ça, en fait, qui prend une idée, d'un coup vous la notez. Ça peut oui, ça peut être comme ça, oui. Ouais. Ça dépend beaucoup, oui. Ok. Mais j'avais une dernière question, c'est est-ce que certains passages de vos livres peuvent être autobiographiques? Alors, Mémoires en ville de Coco Beach, il y a une particularité un peu autobiographique. Enfin, je dirais plus autofiction, mais il y a un petit côté autobiographique. Parce que ça a été fait, ce livre a été réalisé, enfin, disons que c'était avant tout une synthèse de travaux d'ateliers d'écriture. C'était les premiers ateliers d'écriture auxquels je participais. C'était le premier semestre 2014 avec à la bibliothèque Albert Camus dans le quartier de la Croix-Saint-Lambert. Et c'était Fabien Juel qui animait ces ateliers-là. Et le topo principal de ces ateliers, c'était les Nosatipaza d'Albert Camus, qui était une sorte de pérégrination, toutes les odeurs, les paysages, la mer, le sable, toutes les odeurs de cette ville d'Algérie, de ce littoral. Mais ce qui ne nous a pas empêché, entre autres, de diverger dans d'autres exercices, à savoir qu'est-ce qu'on peut sortir d'un tiroir, qu'est-ce qu'on peut écrire à un être absent, qu'est-ce qu'on peut comparer telle ou telle chose. Et on est parti principalement donc, des Nosatipaza. On s'est inspiré d'une lettre de Victor Hugo à Géry Drouet et d'une comparaison entre bicyclette et vélo qui a été faite par Philippe Delerme. Et donc en gros je reviens sur mes vacances en famille en avril 2004 sur l'île de la Réunion. Et j'imaginais à travers mes briques de souvenirs un violent orage qui s'était déchaîné sur le restaurant plage Coco Beach. Malheureusement, c'est un lieu qui n'existe plus. C'est un coin qui n'existe plus. Donc j'ai imaginé un petit peu voilà, cette grosse pluie et puis le chant qui résonne à travers cette pluie. Et à travers cet album de souvenirs que j'imagine retrouver. Et aussi, quelle est la différence entre la plage et l'océan. Ça a été ma manière un petit peu échappatoire, moi qui n'ai eu que 10 ans, parce que l'année qui a suivi ce voyage, ces vacances, ma mère malheureusement est décédée d'une longue maladie en octobre 2005. Et moi qui n'avais que 10 ans quand elle est partie, n'ayant pas pu assister à ses obsèques compte tenu de mon âge et de mon handicap, enfin, je ne suis pas le seul, j'ai un grand frère. Ça a été ma manière à moi qui n'ai pas pu lui dire au revoir comme il se doit, comme la veille de son décès, elle devait partir en urgence pour une dernière opération, qui espérait son retour. Ben, c'était ma manière à moi un petit peu de rattraper un peu le coup, de lui dire au revoir comme je n'ai pas pu le faire comme il se doit. Donc ça a été, oui, en quelque sorte un petit peu un exutoire et puis disons qu'en fait je n'ai pas fait ça pour véritablement peut-être un petit peu pour me libérer, mais disons qu'en fait c'était un peu Famille Juel qui m'avait donné un peu cette carte blanche en fait, à travers de cet exercice de l'écriture de la lettre à un être absent, à l'exemple de Hugo, à Drouet, etc. Donc voilà. Et comme ce livre a beaucoup touché pas mal de gens, comme c'est qui a le plus marché, voilà, je pense qu'il y a un petit côté, un message universel. Voilà. D'accord. J'avais une idée sur votre roman, là, 12 hivers. Oui. Si on pouvait avoir les 12 hivers, ça serait bien.
Comme j'aime le froid. Oui, bien sûr. Ça se voit. Ah, ça se voit. Et c'était convenu avec d'avoir au moins d'exemplaires, puisqu'on m'a dit que vous avez une bibliothèque. Donc, il n'est pas de refus que je vous en laisse un de côté. Peut-être que je vais peut-être vous lire quand même un extrait tout de même pour vous donner un peu l'idée de... Alors, il y a beaucoup de voix, mais je pense que je vais peut-être commencer par le prologue. Comment? T'es pas le seul avec Belfort. Ouais. Alors, c'est un ange qui parle. Ariel, donc c'est le prologue. Tout homme est une île déserte. Nous semblons partis de rien et de tout. Même moi, Ariel, serviteur du grand Prospero, que Shakespeare a tant apprivoisé lors de l'écriture de La Tempête, je me pose encore plein de questions. Ici, en Bretagne, là où je vole, il y a des terres magnifiques, sur le point de disparaître. Il y a juste la mer, une Manche tantôt silencieuse, tantôt imprévisible, parfois colérique, parfois bleue comme l'azur du ciel, parfois grise aluminium, sitôt rouleuse, telle une éruption volcanique. Avec ses mystères, ses voiliers bravant les lignes d'orage et des écumes enragées, fissurant les rochers et creusant les failles de notre existence. Une existence finie. Esprit fantôme, je constate qu'il est trop tard. Que faudrait-il espérer de plus, à part nous enterrer vivants, pour revoir un air immaculé au-delà du cosmos? Mais quand reviendra la mer pour combler ce désert? Voilà. Premier paragraphe du livre. Voilà, donc en gros, cet ange-là va s'avérer un petit peu être le guide de tous ces personnages désaxés qui ont subi des douleurs de part et d'autre, que ce soit une rupture amoureuse, un deuil, voire pire que ça. Et bien sûr, moi qui suis encore jeune, qui n'ai que 28 ans, sans doute j'essaye un petit peu de pas trop peser sur la conscience, parce que je parle quand même de choses très très graves. Donc en gros, voilà, cette catharsis est faite en gros, comme l'Apocalypse approche à grands pas, va-t-elle réussir véritablement à leur faire trouver une sorte de petite lumière afin de faire en sorte que cette apocalypse devienne un petit peu une apothéose, que cette apocalypse devienne un peu pénible. Parce que je pense que la question centrale que pose ce roman, c'est: est-on complètement, entièrement maître de son destin? Dans le cas général, je pense que c'est non. Souvent, parce que si on venait avoir cette faculté à maîtriser totalement son destin, je pense qu'on en ferait un peu n'importe quoi. Et souvent, enfin, je ne vais pas non plus faire une généralité, j'ai peur de faire des généralités, c'est le destin qui nous mène un petit peu par le bout du nez. Donc voilà. Et le livre le prouve, quoi. Le prouve, je ne sais pas. Ce sera au lecteur d'en faire un petit peu, je pense, sa propre réponse. Parce que je pense que je me sens pas véritablement spécialiste d'aucune des questions que pose ce livre en fait. Donc je pense que c'est un peu une tentative pour comprendre un petit peu le monde dans lequel on vit, ses revers, ses tourments, ses tumultes, et comment en tirer un peu le peu de beauté qui reste, et afin qu'on ne se laisse pas écraser par cette pesanteur-là. Parce qu'on se promène beaucoup avec ces personnages, on explore beaucoup de lieux habités, inhabités, visitables, non visitables. Donc voilà. Et pourquoi avoir choisi ce titre? Ben, 12 hivers, je pense que c'est la faute à Shakespeare. Notamment parce que il y a 10 ans, j'avais fait partie d'une troupe de théâtre du côté de la Croix-Saint-Lambert, le quartier du Cercle, et Marc Mitouard, qui dirigeait un peu cette troupe, qui était le metteur en scène et qui maintenant travaille à Radioactive, on a un peu choisi entre autres de revisiter entièrement à notre ère d'aujourd'hui La Tempête de Shakespeare. Et moi je jouais Ariel, entre autres, l'ange qui est un peu le serviteur de Prospero, et puis je trouvais que voilà, remettre un peu Ariel au goût du jour, c'était un petit peu amusant.
Et en fait, c'était sorti à partir d'une réplique. Je vais vous lire en exergue. Prospero. Si tu murmures encore, je fendrai un chêne, je te chevillerai dans ses nouveaux entrailles et t'y laisserai hurler 12 hivers. Ariel qui dit, pardon maître, je me conformerai à tes volontés et je ferai de bonne grâce mon service d'esprit. Et Prospero, tiens parole, et dans 2 jours, je t'affranchis. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Tu nous laisses sans voix. Voilà, c'est ça. Mais je ne m'attendais pas du tout en fait à ce qu'il se fasse qu'il y ait autant cette épaisseur là en fait. Ouais, disons. Oui. Oui. Combien de pages? 550. Ah ouais, Mais je suis content, je ne m'attendais pas du tout Non, moi non à plus. ça. J'aime bien lire. Et puis je sais que, sans vouloir m'inventer, je sais que ce n'est pas un coup de maître, c'est un coup d'essai. Voilà, sans vouloir m'inventer. Bah, c'est autant d'années de travail en fait. Oui, tout à fait. Ben, je vais continuer. Bah oui, on verra bien comment ce sera reçu. Je sais que j'enregistre prochainement une émission sur RCF pour en parler. D'accord. Donc Ça voilà. me dit quelque chose, ça. Radio Caroline Française. Ah, Ouais. Et avec Alain Le Fleury qui dirige l'émission Partir en livre, que je connais depuis un certain bail, puisque je sais qu'il travaille à Noir-sur-la-Ville, Ah oui. le festival de Polar. Ouais. Il n'y a plus des émissions de lecture, tout ça. Si, mais la nuit. Ouais, ça Ah, passe oui. la nuit. Ouais, ouais. il y a le soir, il y a le mercredi la grande librairie, et pendant un certain temps, je crois qu'il y avait des mots de minuit, mais je crois que ça n'existe plus. Ah, ou à moins que ça passe très très. Bah, dans le programme de Ouais, la je nuit. sais plus si ça existe Voilà, encore, c'est et puis après, il y a... Ouais. Moi, ce que j'aimais bien être un jour, c'était apostrophe. Apostrophe, ah oui, avec Bernard Pivot. Ah bah oui. J'ai pas connu apostrophe, je ne suis pas né encore né. Bah, Je suis pas non, né. T'es tout jeune. Oui. Je Je suis né à l'époque, il y avait encore Bouillon Culture, mais je connaissais Ah pas oui. du tout Bouillon Culture. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'ai une question, c'est si je vous demande un dessin, vous pouvez me le faire? Un dessin, si vous avez un papier, oui. Et un crayon, bien sûr. Allez. Est-ce que vous pouvez me dessiner Jolly Jumper? Je peux? Pardon? Jolly Jumper. Jolly Jumper? Ah, je ne saurais pas si Ah, Jolly Jumper. Dessiner. Je n'ai pas lu. Par Par contre, peut-être. Je peux vous dessiner un personnage de BD que moi, j'affectionne particulièrement. Que j'ai découvert la veille du confinement. Et qui m'a beaucoup aidé, notamment, à traverser ce confinement. Il a failli écrire. C'est la surprise du chef. C'est la Vous avez, surprise. vous avez plus travaillé pendant le confinement que le reste du temps ou... Ben, en fait, comme c'est moi, c'était une période inédite, contrairement à bon nombre d'entre nous, enfin, sans vouloir faire généralité, j'ai fait du mieux que j'ai pu en fait. Mais en fait, moi, ce qui m'a beaucoup manqué, c'était de ne plus aller au cinéma pendant le confinement. Ça Ah m'avait énormément manqué. Bah Ça, c'était très dur. oui. Donc, j'ai pu m'occuper du mieux que j'ai pu en lisant, en écrivant. Voilà. J'ai fait du mieux que j'ai pu comme bon nombre d'entre nous. On regarde pas. Mais en même temps, j'en discutais pendant le confinement. En même temps que je faisais des promenades dans mon jardin et en occupant le jacuzzi, entre autres. Ça Ça va, hein. Parce qu'il y en a qui n'ont pas fait ça. Hein. Sauf Je jacuzzi. donnais, je demandais des nouvelles de C'est quoi un Montérouche. jacuzzi? Ouais, C'est une piscine à remous. Une piscine. C'est comme une baignoire, mais avec des remous. J'adore C'est ça. Voilà. T'aurais pu faire ça dans ta baignoire, quoi. On peut demander Un ça à jacuzzi. la pension de famille si tu veux, Richard. La Comment pension à la Réunion. Ouais. On peut demander un jacuzzi. Ici, là-bas, il y a un espace. Moi, Ah ouais, on va faire un espace sport en fait J'en là-bas. ai un, On va la évidemment. rénover. dans l'appartement. Ouais, voilà. On Ça, a mis il- la ça, papa et la douche. En fait, en regardant Drop Dead Diva, il se fout dans son jacuzzi. Et puis Voilà, il c'est ça. Et le dessin, tu continues ou c'est... Un petit peu, oui. Ouais. Je continue un petit peu parce que comme j'ai mon projet roman plus BD sur lequel je suis depuis le lycée, j'ai commencé en 2011. Ouais, Et là, donc ça, le temps passe. d'accord. J'aimerais bien m'en débarrasser. Moi aussi. Très bien. Donc voilà. Voilà. Je vous- Ça va, Marie-Noël? Oui, oui.
Reste concentré là-bas. Ouais. C'est une belle casse-tête. Une belle casquette, d'accord. Je vais passer à la casserole que j'ai. Merci. Tu vas passer. Comment? Je vais passer à la casserole, je vais à la cuisine. Ah oui, c'est vrai, elle doit t'avoir Mais tu fais la cuisine. Je l'ai dit, hein. Oui, Et puis tu m'étais à faire la cuisine. tu vas apprendre à faire la cuisine. Ouais. Ouais. Donc c'est toi qui cuisines les jeudis. C'est toi qui m'as proposé que ce soit moi. Bah, semaine prochaine, voilà, il y c'est a cette fête. J'ai pas acheté la pomme de terre. C'est avec toi que je fais la cuisine. D'accord. Tu vas pas C'est- faire que les Elle vient de se patates. réveiller, je crois. Non, non, non. Tu m'apprends à cuisiner, il n'y a pas de souci. D'accord. Très bien. Hein, Très bien. Attends, t'as un serrage de Dans main. votre bureau. Non, là, dans la salle. Tu tires? C'est grave, ça. Ça serait plutôt de l'autre côté, il aurait fallu filmer. Arrête. Ça coûte combien de faire éditer un livre? Généralement, quand vous publiez en ligne, c'est gratuit. Et ouais, généralement, quand j'ai fait chez Livre, normalement c'était gratuit. Mais éventuellement, on propose des services optionnels, mais qui coûtent très cher par moment. Notamment les services de promotion, de première de couverture, ça coûte vraiment la peau des fesses. Donc voilà. C'est quoi la peau des fesses? Généralement, je pense que ça peut coûter pas loin d'une centaine d'euros pour que ce soit une publicité. Oh bah quand on a un une jacuzzi, 100 euros, ça va, non? Tout de suite, il mot, C'est quoi cette histoire de jacuzzi? Allez, là, t'étais pas là. Tu n'étais pas là. C'est quoi cette histoire? Michael peut se payer un jacuzzi. Hein. Ah bah faut augmenter mon salaire. Elle vient aussi. Bah ouais, mais les banques elles veulent que vous viviez à crédit, donc vous n'avez pas le choix. Non. C'est comme ça. Hein. Voilà. Tiens, regarde. Alors, Ça connaît ça. Merci. Ouais. Moi, Ouais. je suis du frère. C'est quoi ça? Montre. Ah, ça c'est mon personnage de bande dessinée qui s'appelle Solo. D'accord. C'est Il pas comme un est... animal? C'est un rat. Ah, d'accord, C'est c'est un pas rat. C'est un raton laveur. Non, c'est pas un raton laveur, hein, malheureusement non. Oui, prends plutôt. Non, c'est un rat. Non, c'est interview de copyright. C'est très joli. No Ouais. copyright. Ah, je Ouais. n'ai pas vu tout à fait. C'est un rat qui est né sous la plume d'Oscar Martin, qui a été pendant plus de 30 ans le seul papa européen de Tom et Jerry. Ah En, oui, en BD. Ah En oui, BD. ok. Il a fait aussi Le Roi Lion, Roxy Rookie, enfin à la Ah fin oui. BD. Hein, en BD. Oh, Woody Woodpecker, Marvel, et puis voilà, il a donné il est naissance. signé en plus. hein. Ouais, ouais, Regarde c'est le du gars, collecteur. hein. Vous avez vu le message? Oui, merci de t'avoir Vous accueilli. avez embroché sur un titre. C'est ma tête. J'avais vu la vidéo de Précieusement, Roxy Rookie. Richard. Ah oui, mais moi j'ai vu il y a pas longtemps Roxy Rookie, c'est vrai que c'est un très beau Richard, film. te le On garde. pourrait le mettre, Ouais. on pourrait l'encadrer et le mettre ici. Ouais. Moi, je faisais un rat dans un dessin animé, c'est dans Bernard Blanca. Ah oui. Ouais. Et je Mais vois c'est- aussi le Basile détective privé aussi, il y a un rat. Oui, vas-y. Ah. Ouais. J'ai pas vu celui-là malheureusement. Mais moi j'ai vu beaucoup Disney, mais pas tous, mais j'en ai vu beaucoup. Enfin, surtout des Pixar. Bah oui. Je sais qu'il y a Coco qui passe ce soir sur la 6. Ah oui, Coco. Ouais. Mais mon préféré qui m'a le plus touché, je crois que c'est Vice Versa. Oui, c'est Oui. beau ça. Ah, il est très touchant. C'était mignon. Élémentaire, le dernier, J'ai... il est bien, mais c'est pas un grand Pixar. Je l'ai pas encore vu. Mm. Je l'ai pas vu. Il est sympa, mais c'est pas un grand Pixar. Voilà. Mais vice versa. Élémentaire. c'est vrai que L'un il parle des des derniers. émotions. Mais Vice Versa, c'était très beau. Il parle des émotions. donc. Oui, il parle beaucoup des émotions, mais c'est ça qui. Ah ouais. Moi, il y en a un qui me tente beaucoup, c'est Alerte Rouge. Sur les pandas. Il est très bien. Ah oui, on m'a dit qu'il était très bon. Moi, oui. Je sais qu'il est en Là streaming. aussi, on est sur les émotions. Oui. Je sais qu'il est en streaming et ça me tente beaucoup de le regarder. Vous voulez que je vous rappelle Oui, mon j'aime concept bien. de BD? Pardon? Vous voulez que je vous rappelle mon concept de BD?
Votre passé Je vous donne mon passé avec les BD. hmm, Que vous êtes peut-être connu, Fruit et Flip. Non, non. Moi j'ai lu beaucoup en termes de BD, c'était plus. J'ai tous les Garfield. Enfin, Ouais. c'est surtout par le biais de mon frère, j'ai un peu piqué surtout par mon frère. Pour les classiques, hein, Garfield, Titeuf, etc. Mais mes principaux c'était Garfield. Après, tout récemment, c'était Cloud, Solo, Zodingo. Et je suis surtout beaucoup roman graphique. À savoir, j'aime beaucoup le travail de Pascal Bresson qui lui fait beaucoup sur la transmission de la mémoire, de la Shoah, notamment sur Simone Veil. Dernièrement, c'était sur Simone Veil et des personnalités un peu, qui ont marqué un peu la grande histoire. Notamment, il y avait qui aussi Pico Bog. Pico Bog, qui est une BD que j'aime beaucoup aussi, qui est très drôle et très très audacieuse. Mouse. Mais c'est Mouse, oui, Mouse, Spiegelman. Mouse Tosto. Pardon? Mouse Tosto. Mouse Non. Tosto, je connais pas. Mais Mouse de Spiegelman, je connais. Ouais. C'est la référence. Tu Oui, il y a perturbes. beaucoup de références. Ouais. Ouais. Mais oui, c'est surtout des romans graphiques, Des romans graphiques généralement Mouse autobiographiques. Ah oui. Celle que j'ai lue dernièrement, je ne sais plus laquelle c'était. C'était sur Simone Veil et sur ses sœurs, les inséparables. Voilà le rapport entre les sœurs et Simone Veil, notamment quand elles ont été déportées chacune de leur côté. Simone Veil à Auschwitz, Denis c'était du côté de Ravensburg. Donc voilà, c'était un peu le rapport entre les déportations, et, afin de ne pas faire de compétition entre toutes les formes de déportation. Parce que, pas non plus faire la bêtise qu'a faite Rissiango quand elle a fait la hiérarchisation entre l'esclavage en Afrique noire et la Shoah. Surtout pas faire cette... Et c'est comme dans le cas de 12 hivers, il n'y a pas de compétition entre toutes les douleurs parce que toutes les douleurs ne sont pas partageables. Et ils apprennent, mes personnages, à ne pas faire la compétition entre les douleurs. T'as vécu, oui, soi-disant, t'as vécu... Ouais, quelle a été la pire ou la meilleure douleur? Moi j'estime que c'est quand même très très hasardeux, voire même impossible. On peut pas faire ça, quoi. C'est-à-dire on peut pas non plus faire les compétitions entre le meilleur ou le pire inceste. Si on fait ça, ça ne va plus. Mais voilà, c'est ce que mes personnages apprennent un petit peu à connaître, nonobstant la personnalité à eux, leur désaxement. Voilà. Mais vu que vous mettez en avant la tour de Cesson, vous allez participer à un collectif pour la rester... Je sais qu'il y a eu une association pour la sauvegarde du patrimoine cessonnais. Je ne participe pas activement parce que si je me... Ce n'est pas que j'ai un contre, mais si je m'engage dans un truc trop à cœur, j'ai peur d'être en proie à des émotions, des obsessions, des émotions qui ne sont pas vraiment de moi. C'était le cas malheureusement pour il y a quelques années, une mère de famille marocaine qui s'est vue retirer ses enfants qui ont été confiés à leur père. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'histoire d'Anna Nakaou. Ouais. Il y a eu un comité de soutien Au CIDF aussi. voilà, au CIDF. Après, bon, ça c'est un petit peu, on n'en a plus beaucoup entendu parler, et comme je ne la vois plus, cette femme-là, donc je sais pas. Je ne peux pas dire, je ne suis pas non plus le garant en part entière de ça, mais voilà. J'espère qu'un jour, je sais que ça prend du temps, ces genres de choses, j'espère qu'un jour ça se concrétisera, mais je ne suis sûr de rien. Et je pense qu'on est dans une époque où on veut tout faire très vite, on est sûr de tout, mais en fait on est sûr de rien. Parce que 12 hivers, je pense que c'est ça. En proie à des incertitudes totales, et comment on fait le tri de tout ça. Voilà. Comme vous et moi. De quoi l'avenir est fait, de quoi demain sera fait, je pense que c'est toute la question qu'on se pose tous. Voilà. Ok. Vous avez d'autres questions? Non. Non? Non. Vincent, tu as d'autres choses à nous faire partager ou... Est-ce que vous faites ma question va peut-être paraître un peu brutale. Est-ce que vous faites des sorties culturelles à Dahlia? Oui, ça arrive sur des événements sur Saint-Brieuc, tu vois. Oui. Ouais. Alors, il se trouve que, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis comédien. Ouais. Non seulement au théâtre, mais aussi au cinéma et sur les plateaux de télévision. Ouais.
Récemment, j'ai fait de la figuration sur 3 jours pour la série Capitaine Marlowe. Ah, Entre, je crois que c'était Les Oh, la Ardrieux, rigolote, là, avec ton drôle de chapeau, là. Les Ardrieux, Plouguier, Les Tréguiers. Ouais. J'ai pas encore la date de attrape pas. diffusion, mais je sais que l'épisode va s'appeler À contre-courant. D'accord. Et il passe quand Bah, il Je ne sais pas. Il sait pas Je ne encore. sais pas. Donc t'es figurant. Figurant gendarme. Oh là Et en plus, la tête d'affiche, c'est David Hallyday. Oh là Donc tu les as tous rencontrés. Tous rencontrés, non. Capitaine J'ai- Marlowe quand même. Oui, mais Ouais. j'ai pas vraiment discuté avec elle, c'était juste bonjour, au revoir. Ouais, d'accord. Mais bon, comme elle était vraiment. Comme elle aussi, elle a vécu des choses d'inceste, elle a vécu dans la merde, elle s'est prostituée, ben voilà, elle a vécu aussi des choses. Ouais, elle le dit des fois dans ses Elle- feuilletons. Oui, ouais, elle l'a dit des fois. Mais je pense qu'en fait, elle était vraiment consacrée à son rôle à part entière. Ouais. Je pense que Capitaine Marlowe, c'est un des rôles phares qui a, je pense, un petit Ouais. peu sauvé la vie. Et José Dayan, la co-créatrice et la réalisatrice, alors elle, c'est une sacrée grande gueule. Au début, ça surprend, mais après, on s'y fait bien. Mais sinon, c'était vraiment, dans l'ensemble, malgré l'attente qu'il y a entre deux prises, Oui. c'était vraiment sympa. Bon, c'est une bonne expérience quoi. C'est pas quand c'est. Et oui, aussi, je Ah disais en tant que comédien de théâtre, ce week-end qui vient, nous jouons avec la troupe de l'A7 de Quessois. Je fais partie de cette troupe. On joue une pièce qui s'appelle Erreur des pompes funèbres en votre faveur. Oh, Alors, sympa. je vous rassure, c'est de la comédie. Ok, Donc, c'est plutôt humour noir. voilà, c'est humour noir, mais c'est de la comédie. On fait essentiellement des comédies. D'accord. Donc, on joue à la salle Armor, rue de l'Hôtel Giraud à Quessois. Mhm. Samedi, les deux week-ends de. d'y aller. Ce week-end et le week-end prochain, le samedi 20h30 et le dimanche 14h30. Et le dimanche 28, on joue pour l'association Timea Tout Sourire. Ah oui. Voilà. Voilà, s'il y avait des idées de sortie, voilà. Bah je oui, vous carrément. prépare. Carrément. Oui, Et on joue également les 3 et 4 février, ou les 4 et 5 février, je n'ai pas me trouver sur les dates. Enfin, le premier week-end de février, on joue à notre pièce à Pommeraye. Et on joue les 17 et 18 ou les 16 et 17 à La Motte. D'accord. Voilà, pas le Loudéac. De toute façon, peut-être février, je suis pas là. Moi, je vais voir Saint-Adolia. Oui, Ouais. c'est vrai en plus. Mais voilà, c'était pour Ouais, vous en faire part. Ah, voilà, c'est bien. Voilà. Ça peut être Ça sympa. sera Le bien avec titre les m'inspire Gaspepas. bien. Hmm Je disais, le titre m'inspire bien. On a choisi assez vite. Le titre de la pièce. Ouais, on a choisi assez vite la pièce. Et puis, au fur et à mesure, parce qu'il y a tout d'abord un temps de lecture avant de la mise en scène. Et puis là, vient le temps de la pression, parce que là, comme on joue ce week-end, la pression monte vraiment d'un cran. Mais en même temps, l'écriture comme le théâtre, c'est un véritable espace de liberté. Bah ouais. Ouais. On peut dire et faire ce qu'en principe on n'est pas censé dire et faire dans la vraie vie, que l'on peut rarement se permettre. Donc voilà. Ok. Bon, ben voilà. En tout cas, on te remercie beaucoup pour cette interview. Ben, merci à vous de votre accueil. Et je remercie surtout Eliane Métralin qui m'a fait le bouche à oreille. Oui, voilà. Voilà. Merci. Ben, merci à vous. On a préparé un petit goûter. Tu veux quelque chose à boire ?